Mais d'ailleurs, pour en parler, et avant de donner la parole à Alexandre Malafaille et à Gilles Boutin, pour parler d'Emmanuel Macron, encore une fois, dans cette annihilation de la France, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle est, de ce qu'elle a de plus beau dans son histoire, j'allais dire, et dans sa carrière, parce que c'est aussi une carrière artistique. Il y a l'histoire de l'art, il y a les peintres, il y a les compositeurs. Il y a cette idée d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui rêve d'Europe, qui rêve d'un poste en Europe, qui rêve d'être le président peut-être de l'Europe. Lui, il souscrit totalement également au plan de Mario Draghi, qui consisterait à faire d'une Europe une sorte de Tetris fédéral dans laquelle on est des numéros les uns après les autres, que ce soit la Slovénie, la Pologne, l'Allemagne, la Grèce, peu importe, c'est des numéros. Et puis il y a un pouvoir central qui est en Europe, et c'est lui qui décide en fait. Oui. Oui, sauf que cette construction-là s'écroule. C'est-à-dire que ce que l'on nous avait vendu comme étant la mondialisation heureuse, on voit bien que c'est devenu une mondialisation qui a éradiqué les cultures, les civilisations, les frontières. Et aujourd'hui, vous avez un réveil partout dans le monde, pas simplement en France, un réveil des peuples, des frontières qui réclament précisément la préservation de leur identité. Ils sont identitaires, eux aussi. On ne va même pas les interdire et les tirer à vue parce qu'ils sont identitaires. Et donc, il y a eu une incompréhension de ce qu'était effectivement le ressenti des peuples ordinaires, dans le fond, mais simplement, il y a un entêtement idéologique de la part de ce pouvoir en place, et je parle là de Macron et de la Macronie et du centrisme et de tous ceux qui s'y raccrochent, et également d'ailleurs une partie des Républicains, qui ne voient pas la détresse existentielle de ces Français qui souffrent, encore une fois, et c'est à eux que je m'adresse, et comme je vois que le discours politique ne porte pas leur détresse, je les invite aujourd'hui, eux-mêmes, à se manifester, à manifester peut-être même dans la rue, pacifiquement j'entends, et en tout cas à prendre le pouvoir qui leur a été enlevé. S'ils manifestent, comme c'est 8 Français sur 10, le pays est bloqué. Et, oui, peut-être qu'on en arrivera là. Mais j'aimerais qu'on en arrive là, parce que c'est quand même ce que j'ai écrit, c'est le manifeste de la dernière chance, si je puis dire. C'est-à-dire que si rien n'est fait, si rien ne bouge lors de la prochaine élection, déjà, à la précédente élection, j'avais dû dire sans doute qu'il était minuit moins 5, là il est minuit moins 1, si vraiment il n'est pas encore minuit. On a encore une minute, oui. Vous appelez à une révolte, mais cette révolte n'a-t-elle pas déjà eu lieu à l'occasion des Gilets jaunes ? Que peut-on proposer de nouveau après cela ? C'est-à-dire que je fais le constat que nous vivons une période, une atmosphère révolutionnaire. D'abord avec, en effet, une idéologie qui a été portée notamment par les Américains, qui est cette révolution du bon sens, que j'avais moi-même identifiée en 2013 en parlant de révolution des œillères, c'est-à-dire ces œillères idéologiques qui tombent sous le poids des réalités. Il y a une deuxième révolution qui adjoint, c'est cette révolution numérique, qui porte aujourd'hui à travers l'Internet, une fédération des paroles dissidentes, et tout ceci pousse effectivement une société éruptive, et cette société éruptive, elle est pour l'instant un peu disséminée. C'est-à-dire que vous avez effectivement eu la révolte des Gilets jaunes, mais qui s'est effondrée parce qu'elle n'avait pas de doctrine, si je puis dire, ni de leader, ni d'idée. Qui a été éteinte avec des chèques, voilà, des primes donc vous avez, par exemple, vous avez eu la révolte des paysans, vous avez la révolte des policiers qui demandent maintenant la protection des citoyens. C'est une inversion totale des choses. Vous avez la révolte qui est très d'ailleurs significative des familles des victimes des violences dites diversitaires qui maintenant accusent la France elle-même. Alors, souvenez-vous, Madame Comines disant « J'accuse la France d'avoir tué mon mari », cette femme d'un gendarme. Elle s'est excusée ensuite en disant qu'elle ne voulait pas dire la France. Lors d'un refus d'obtempérer. Voilà, elle ne voulait pas dire la France, on l'avait bien compris, elle voulait dire les politiques. Donc je constate effectivement qu'il y a partout des foyers de colère, en tout cas, des foyers de manifestation, mais il n'y a pas encore... Si je pouvais dire, on est dans une période révolutionnaire qui manque de révolutionnaires. Et donc, parce qu'il y a encore une crainte de la part de toute cette population qui a quand même été éreintée par le pouvoir politique en lui disant qu'elle n'avait pas le droit de s'exprimer, d'abord qu'elle n'avait pas le droit à la parole, qu'elle n'avait pas le droit à revendiquer sa propre identité, etc. Et donc, il y a une sorte d'abandon qui gagne également cette société-là. Et je fais, moi, le constat tout simple que cette France oubliée, cette France ordinaire, est majoritaire à 70%. Les Français d'origine française ou ceux qui les ont rejoints forment 70% de la population. Donc c'est encore une majorité qui ne doit pas se soumettre à la tyrannie des nouvelles minorités qui ont été importés par cette immigration folle. Et donc, c'est pour ça que j'appelle, dans le fond, à une sorte de révolte. J'aurais pu s'appeler « Révoltez-vous », en effet, afin que les Français reprennent... non, le dernier mot de votre conclusion, c'est « j'appelle à une révolution ». Oui, ça s'appelle une révolution. Donc, non, mais je décris, oui, bien sûr, cette révolution devrait être portée par une énergie de révolte de cette société civile-là. Et donc, cette société est encore un peu apathique à mon goût. Et donc, c'est pour ça que je fais ce livre en dernier recours pour essayer de dire...
la Révolution, on va essayer de garder notre calme ici dans ce studio. Et Alexandre Malafaille va vous poser une question. Révolution, c'était pas le titre du livre d'Emmanuel Macron? Absolument. Non, mais l'inspiration de votre livre et sa dynamique, son inspiration, en tout cas ce message, ça me rappelle ce que voulait faire Stéphane Hessel avec Indignez-vous, le livre qu'il avait écrit, qui était publié en 2010 déjà. Et déjà, il parlait, comme beaucoup d'autres depuis, comme Guilly, sur la France des oubliés, c'est France périphérique. Cette France des colères a quelque chose d'extrêmement profond. Elle est transpartisane. Elle représente sans doute effectivement ces 70% de Français qui se sentent ou méprisés, ou oubliés, ou perdus. Perdus parce qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe, et méprisés très souvent, parce qu'on n'a pas vraiment, dans cette sphère politique aujourd'hui, l'attention portée à la vraie vie des gens, quoi. Et donc on pilote le changement sans tenir compte des individus, donc on prend des décisions, on va dans un sens, dans l'autre, on fait des ZFE, enfin, on fait des trucs qui fait qu'on perd les gens complètement. Comment on les récupère ? Comment on répond à leurs attentes, à ces Français? Parce que la fracture est quand même très profonde quand vous regardez le baromètre annuel du Cevipof, qui montre à quel point il y a un désamour entre les Français et la politique. Les mots sont violents, c'est dégoût, etc. Comment on récupère les Français à un moment donné parce que révolution, moi j'entends révolution intellectuelle, morale, etc. Comment on évite le chaos, quoi? Bien sûr, guerre civile, parce que le but c'est pas la guerre civile. Moi, je constate la rupture avec un système. C'est-à-dire que quand vous regardez les sondages, vous avez 10% des Français qui font confiance maintenant aux partis politiques, 20% qui font confiance aux députés eux-mêmes. Il y avait 11% qui faisaient confiance au président de la République il n'y a pas si longtemps. Et donc, vous voyez bien qu'il y a un rejet du système. Donc, on est effectivement dans cette période révolutionnaire, également dans le ressenti des gens qui ne se reconnaissent plus, qui ont en effet le dégoût vis-à-vis de la politique qui a été accentué avec cette affaire Epstein, qui a montré effectivement cette élite mondialiste complètement déconnectée, qui s'autoprotège et qui édicte des normes généralisées qu'elle ne respecte pas. Et donc, on est effectivement dans cet état... encore une fois, de sidération. Et comment on en sort? On en sort en s'adressant précisément à ces Français à qui on ne parle plus. C'est pour ça que je constate que les hommes politiques, pour l'instant, et encore très récemment, à travers l'interview, par exemple, de M. Retailleau, que j'admire pour son intelligence, mais quand je l'entends dire moi, je trouve que c'est une erreur politique d'estimer qu'il y a encore des hommes providentiels. Il n'y a plus d'hommes providentiels parce qu'il n'y a plus de grands hommes. Et je pense que la solution aujourd'hui, c'est de considérer que l'homme providentiel, c'est le peuple providentiel. C'est à lui aujourd'hui d'intégrer l'institution politique, si je puis dire, d'abord avec une sorte de grand front populaire, grand front populiste, et qui serait... Et non pas les élites politiques, comme vous citez par exemple Gilles Legendre, qui était l'une des caricatures, vous dites, de ce monde, imbu de sa supériorité lorsqu'il a déclaré en décembre 2018, en écho au ravissement des soutiens présidentiels, notre erreur est probablement d'avoir été trop intelligent, trop subtil. C'est vrai que c'est quand même une tarte à la crème. Mais ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Ils se caricaturent. Ils ne se rendent même plus compte de leur ridicule. Ils ne se rendent plus compte de leur ridicule. C'est pour ça que, encore une fois, j'en appelle d'abord à considérer. En effet, là, ça manque de subtilité parce que ça a été public. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, comme vous le dites très justement, Yvan, qui le disent en catimini ou qui le disent dans des dîners. Non, mais ils peuvent même le dire comme ça. Un peu comme des petits marquis du temps de ce film de Patrice Lecomte ridicule. Mais là, en l'occurrence, c'est une déclaration publique. Et peut-être que ça a coûté d'ailleurs la carrière politique à Gilles Legendre. Merci beaucoup en tout cas, Yvan Rioufol. Il faut absolument lire La Révolution des oubliés. C'est édité chez Fayard, tandis que tous les matins à 8h moins le quart et à 9h moins le quart dans Europe 1 Matin, Olivier Delagarde analyse, commente, informe, nous fait réfléchir sur les unes de la presse, la revue de presse d'Olivier Delagarde. Tous les matins, 8h moins le quart, 9h moins le quart, c'est sur Europe 1. À tout de suite.